toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée « L'urgence climatique, les métropoles européennes et africaines s'adaptent et innovent ». Et pour en parler, excusez-moi, j'appelle tout de suite Martine Vassal, qui est présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Bienvenue, vous pouvez l'accueillir par des applaudissements. Monsieur Alain-Richard Donoailly, qui est le président de la COP 15 contre la désertification, ancien ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Vous pouvez l'applaudir également. J'appelle monsieur Andrea Jeremica, qui est le CEO de l'Institut européen de l'innovation pour la sustainability, donc on va dire la durabilité. Et monsieur Carlo Ratti, qui a été à l'instant brillamment présenté par Chiara Corazza. Alors, les métropoles, les villes, représentent peu ou prou 3% de la surface terrestre. En revanche, elles sont responsables de pratiquement 70% des émissions de gaz à effet de serre. Autant dire qu'elles sont au cœur des enjeux de la transition climatique. Je vais tout de suite me tourner vers Madame Vassal, parce que la métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Marseille sont en première ligne sur ces enjeux, au point où l'année dernière, vous avez été récompensé d'un label européen 100 villes neutres en carbone d'ici 2030. Alors peut-être en propos liminaire, qu'est-ce que représente cette distinction et quels sont les engagements qui y sont associés ? Bien, cette reconnaissance est un label et c'est un petit peu comme je disait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est bien d'avoir des reconnaissances, mais derrière il faut des actions. Donc c'est un travail commun entre à la fois bien sûr la ville de Marseille, la métropole, mais également la région, où nous apercevons que les 80% des engagements que nous avons pris correspondent à la préservation des espaces, à la préservation de notre air, de notre eau et de notre terre. Donc nous avons des tas d'actions que nous avons engagées, notamment au niveau de la mobilité, mais pas que, aussi au niveau de la décarbonation des sites, décarbonation des industries. C'est un axe majeur au niveau du développement de la métropole, mais également au niveau du développement des terres, au niveau de la désimperméabilisation des sols, au niveau du retour de la nature en ville aussi, et arriver à ne pas opposer la partie rurale, la partie urbaine, parce que vous le disiez très justement tout à l'heure, beaucoup de pollution se font dans les villes, mais pas que, et il faut aussi qu'on ait un lien entre l'urbain et le rural. Donc la décarbonation pour nous est une des priorités de notre métropole. Nous avons plusieurs exemples de décarbonation sur le territoire, mais ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est la prise de conscience. Cette prise de conscience, elle se fait à la fois sur tous les continents, que ce soit dans tous les pays, même en Chine, puisque j'ai eu des relations avec des Chinois il n'y a pas tellement longtemps, qui ont aussi compris qu'il fallait préserver la nature et préserver les espaces. Donc le gros avantage d'avoir été, et là je me compare un peu au continent africain, d'avoir été aussi en retard. Nous avons été très en retard sur la mobilité, nous avons été très en retard Justement. sur la décarbonation. Et bien maintenant on va être en avance. Donc le label des 100 villes est un label que nous sommes dans la phase finale. On n'a pas eu encore le top go. Peut-être vous avez un scoop à nous donner, mais peut-être pas. Mais nous sommes dans cette phase finale où là, on va mettre en œuvre des actions au niveau du territoire pour mieux respirer, pour mieux utiliser notre eau et ne pas massacrer notre terre. Justement, parmi les grands projets que vous avez engagés, il me semble qu'en 2021, vous avez lancé le programme Marseille en grand, qui est spécifiquement axé sur la mobilité et les transports, qui sont largement responsables des émissions de gaz à effet de serre à Marseille. De quoi s'agit-il en quelques mots ? Alors, c'est le président de la République qui a souhaité se pencher sur le berceau de notre territoire.
Pour cela, il a créé ce plan Marseille en grand, qui en tout a une somme assez conséquente, puisque c'est 5 milliards d'euros à mettre sur l'ensemble du territoire, que ce soit les écoles marseillaises pour 1 milliard, la mobilité, le logement. Donc c'est assez large au niveau de tout ce qui concerne le quotidien de nos habitants métropolitains. Nous avions sur ce territoire, on va dire 50 ans de retard. Et ce que nous avons souhaité faire, ce que j'avais fait, et ce que j'ai fait, puisque j'ai l'honneur d'être la présidente de cette métropole depuis 2018, c'est lancer un plan de déplacement urbain, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut développer, où est-ce qu'on veut le développer. C'est un plan de 7 milliards, vous voyez, donc c'est un plan qui est très important parce qu'il y avait un gros retard. Et le président de la République, quand je l'ai rencontré, nous a demandé ce qu'il pouvait faire pour le territoire. Je tiens à souligner, on peut avoir certaines visions différentes, mais là, c'est la première fois qu'un gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, s'engage autant pour notre territoire. Donc, je tenais à le souligner. Et donc, là, nous lui avons demandé, moi, je lui ai demandé de rentrer sur la mobilité, parce que c'est là où on avait le plus de retard sur le territoire. Pour traverser un bout à l'autre, il faut une éternité. Nous voulons faire la ville du quart d'heure. Et donc, pour cela, il nous fallait de l'argent. Donc, 1 milliard a été débloqué. 15 projets ont été choisis par le gouvernement. Dans ces 15 projets, il y a du tramway, il y a des pôles multimodaux, il y a des bus à haut niveau de service. Donc, c'est extrêmement large. Et il y a des renouvellements de rames également sur le métro, notamment le métro marseillais. Donc, ce milliard nous permet d'être un bras de levier pour pouvoir faire d'autres développements, comme par exemple le Funitel qui va entre la gare de Vitrolles et l'aéroport, parce que là aussi, si on veut être une métropole, le hub entre l'Afrique et l'Europe, il nous faut aussi des développements de transport en commun très forts et permettre d'aller d'un point à un autre très vite, mais aussi de pouvoir joindre à la fois les gares, ce qui est le cas, ce qui sera le cas avec le renouvellement des rames, mais également l'aéroport avec un point de transport, de partir de la ville de centre pour aller le plus vite possible sur l'aéroport. Oui, quand vous dites la ville du quart d'heure, c'est faire en sorte que chaque habitant se trouve à moins de 15 minutes d'un transport en commun, c'est bien ça. Monsieur Donoaï, partons un petit peu en Côte d'Ivoire. Alors, je précise que vous êtes le président de la COP 15 contre la désertification. Elle est moins connue que sa grande sœur, la COP pour le climat. Et dans quelle mesure, parce qu'il a été question des villes lors de cette COP, dans quelle mesure ces défis urbains ont-ils été appréhendés ? Mais déjà, rapidement, comme vous avez dit que la COP désertification était moins connue que le climat, il faut savoir qu'il y en a 3, climat, biodiversité et désertification. On commence à connaître un peu plus la COP désertification parce qu'au départ, elle était considérée comme la COP des pauvres, parce que c'était les pays où il y avait le désert, le Sahel, donc l'Afrique principalement, et on n'y accordait pas beaucoup d'attention. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le désert a atteint tous les continents. La désertification est ici en Europe, en France, en Espagne, en Italie, mais aussi aux États-Unis, en Asie, en Europe du Nord. Partout, aujourd'hui, on parle de désertification. Et donc, cette COP commence à être un peu plus connue. Mais elle a également abordé donc, les villes. Et lors de la dernière conférence à Abidjan l'année dernière, elle a abordé le cas des villes durables. Parce que, comme vous l'avez dit précédemment, les villes ont besoin de lutter contre la pollution. Donc, on ne peut plus construire des villes ou bien faire du développement urbain sans arbres. Il faut préserver les arbres, il faut préserver donc les forêts périurbaines. Et donc, il est question de construire des villes en pensant à les doter de forêts urbaines ou périurbaines. Donc, la COP désertification parle aussi pas seulement de la dégradation des terres ou de la lutte contre la dégradation des terres, mais aussi pour le développement de villes durables, donc de villes qui soient respectueuses de l'environnement et des forêts tout autour. Est-ce qu'il y a des décisions spécifiques qui ont été prises l'année dernière par rapport à ça, justement Oui, dans le cadre des villes, je vais prendre la ville d'Abidjan, par exemple, et parler des forêts urbaines et périurbaines autour d'Abidjan. Le cas de la forêt du Banco, qui est avec celle de Tijuca au Brésil, ce sont les deux seules forêts primaires qui existent encore autour de capitales telles que celle-là.
et qui sont nécessaires pour préserver les ressources en eau. Donc les villes ont besoin d'eau, ont besoin de nappes phréatiques qui soient renouvelées et qui soient propres. Et donc il est question de faire en sorte que ces forêts-là soient préservées, celles qui existent autour des grandes capitales, des grandes villes, et qu'elles soient renouvelées, qu'elles soient protégées. Donc aussi bien dans la réglementation, dans la loi, mais aussi dans les décrets qui sont pris, faire en sorte que ces forêts-là et ces choses-là soient préservées. En Côte d'Ivoire, il y a eu une nouvelle politique forestière qui a été mise en place pour protéger l'arbre lui-même. Donc on ne peut plus couper des arbres sans autorisation, bien sûr, et ça existe dans d'autres villes. Mais le développement urbain doit faire en sorte de ne pas détruire donc, les forêts. Merci pour cette première intervention. Carlo Ratti, one more time, thank you very much for being with us today. I won't come back on your career because Chiara did it very well just before this talk. According to you, what are the recent innovations that made cities more sustainable in northern and southern countries? Merci. And sorry again to switch to English. Well, I wanted to get back to what Martine was saying about what we think also is the key thing that we need to do in architecture, in planning, and so on. So if you look at the city of the past century, really, you could say that a lot of the troubles, a lot of the issues we are facing today come because we looked at the natural world and the artificial world as something totally separate. So the biggest challenge we have, and when I say we, is about, yes, about politicians, but it's about architects, planners, designers, engineers, is actually find a new alliance between the natural and the artificial world. And I think that's the number one challenge. And actually yesterday I was touring through Marseille. I mean, I was really impressed by all the things that are happening in the city, in the metropole. By the way, I had been here before with something by the Institut Montaigne that was before COVID that actually led to the intervention by President Macron and all of that. So I really think I'm very excited to see a lot of those things becoming into practice. So going back to your point, I think it is a lot about the convergence of the natural and the artificial, which is almost like, if you look at this in the future, is almost thinking about a coevolution between these two worlds, not anymore a fracture, but a coevolution. A small thing I wanted to add is that because somebody, well, it was just mentioned the La Ville du Quart d'Heure, the 15-minute city, and I think the 15-minute city is a great idea. I'm a good friend also of the person who helped popularize it, Carlos Moreno, but pay attention just because in the Anglo-Saxon world, over the past few months, it became the center of a big conspiracy theory. So just pay attention in the way it is implemented. And I think I wrote an article in La Tribune, actually, just a month ago or so, talking about this. I think what we need to do is engage citizens more, because what has happened is almost inexplicable. The fact is such a nice idea. The idea is, let me tell you what happened. Basically, the idea is the 15-minute city means that you should find all the things you need in your daily life within a 15-minute walk or bike ride from your home. So basically, basically means, you can find all of that. You go for a walk and you find whatever, the park, the bakery, the school, this and that and so on. Now, in the conspiracy theory, they just changed one word. It basically became something like, you have to be within 15 minutes, you cannot go out, and became a big backlash. So much so that poor Carlos Moreno, who's a professor at Sorbonne in Paris, is actually now receiving death threats and so on. He's really got really bad. So what I wanted to say, just something important, is for all of us, and I say all of us as planners, architects, engineers, but also politics, when we try to do something in the city, we must engage citizens. What happened in this case is that a very nice idea that was proposed a little bit in a top-down way, then generated this huge backlash. So I just wanted to say that because it might be useful in the Anglo-Saxon world. It has been crazy the way it has spiraled out of control. Thank you very much, Andrea. Andrea Geremica, you come from Italy. So you represent the European Institute of Innovation for Sustainability. Maybe in one word, what does represent this organization, and in which way do you deal with innovation in cities?
Yeah, thank you very much for having me. It's a great pleasure to be here. So, European Institute of Innovation for Sustainability. So, in the name, we explain almost everything we are doing because we are helping citizens, companies, organizations, institutions that want to achieve sustainability through innovation. And we are doing it through new educational formats. So, what our payoff is connecting sustainable minds because we have this idea that we are not able to reach sustainability if we not partner with every stakeholders involved. And we are all involved. Thank you very much. Retournons dans la langue des Molières, Madame Vassal. Le temps passe très très vite. J'aimerais vous faire parler du plan climat-air-énergie, parce que de la même façon, vous avez des ambitions importantes. Par exemple, de réduire de 50% les consommations énergétiques de l'ensemble des secteurs. Comment on arrive à faire ça ? Il faut toujours aller très haut dans les objectifs et surtout se donner les moyens pour y arriver. En tout cas, c'est la volonté de la métropole. Nous l'avons voté, ce plan, en 2021 pour justement faire l'économie des énergies. Je pense que il faut qu'on donne l'exemple, les institutions. I will agree with what Carlos said on the citizens because you have to put them together in the middle, in the center, because we do the thing for them. Et moi, ce que je préconise au maximum, c'est qu'on puisse véritablement rendre compte. Nous arrivons à un milieu de mandat de la métropole. Le temps passe très vite. Nous sommes élus pour 6 ans. Et là, nous sommes à 3 ans de mandat. Donc nous rendons compte, moi j'ai demandé à mes élus de le préparer, on commence à partir de la semaine prochaine, nous allons expliquer ce que nous avons fait pendant ces 3 ans, par rapport à ce que nous avons, le programme sur lequel nous avons été élus, et nous devons rendre compte aux habitants pour que justement les habitants s'approprient les différents projets. Parce qu'on a fait un très beau plan énergie-climat en disant qu'il fallait impérativement faire attention aux énergies, modifier nos bâtiments, mais je veux dire, on ne doit pas être les seuls à le faire. Donc il faut qu'on emmène avec nous toute la population, à la fois dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Alors maintenant, la prise de conscience des entreprises, elle se fait, mais il faut aussi que chacun et chacune développe le tri sélectif, utilise les transports en commun, essaie d'isoler leur chez eux. Donc tout ça, c'est une politique globale. Donc le plan, très bien, on peut le décrire, il a des objectifs effectivement ambitieux, mais que nous devons atteindre pour pouvoir donner à notre jeunesse et laisser à notre jeunesse un héritage qui sera plus beau que ce que nous avons eu nous-mêmes. Donc ce plan existe, mais il faut qu'on le concerte, il faut qu'on l'applique, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on le fasse aussi bien avec tous les secteurs qui sont prévus et qui aujourd'hui vivent ensemble sur notre territoire et ailleurs aussi. A reaction, maybe, Mr. Ratti. Sure. Oui, je voulais ajouter, I wanted to add to rendre compte. Parce que vous comprenez tout ce qu'on dit, donc vous pouvez le faire en français. Oui, je comprends, mais on fait du franglais. Sorry, my French is not good enough for je pense pas, je crois but pas. I can understand. But so I want to say about rendre compte, I think it's the very interesting thing is today data can help us actually to do this, to actually understand what is going on, share it with citizens and so on. I want to say super quickly, I remember Mike Bloomberg, when he was mayor of New York, as you know, Mike Bloomberg built a giant company, Bloomberg, based on data, on sharing data. I remember when he was mayor, we worked a lot with New York. In his office, he had a little sign that went, "In God we trust, everybody else bring data." And actually what he did was actually open up a lot of data sets for the city, for citizens, for that. And that, led to research, innovation. So somehow I think data can be a great way to both understand what is going on and engage citizens. Just keep the mic, because I want a reaction about a recent... Never tell an academic, keep the mic, that is very dangerous. Anyway. So, recently in an interview, you said that the world had a new London city every week, but there are mainly shanty towns, township. So, how to deal with this challenge?
Yeah, it's something. Yeah. Quickly. I'll be super quick because I think we are running out of time. But people say often, and that's this has been known for quite a few years, that again every few weeks the world adds a new London. London in terms is not a new London as a city, but in terms of total urban population. But few people know that London is usually not formal settlements. It's a lot of informal settlements. Again, as you want to call it, township, favelas, and so on. And then I think the big question is how can we find a way to normalize that? We are working on this with the mayor of Rio de Janeiro. As I say, we have a small lab in Rio de Janeiro. We're just starting it now. But basically, we think there is a way to start from informality and little by little connect it, especially socially, with the rest. The key problem, there's an infrastructure problem, but there's also a social problem. If you don't connect the two cities, if you don't allow people to mix, then you create this kind of enclaves that can so easily degenerate. So somehow that's, I think that's one of the challenges. Thank you. Andrea, I want to talk with you about electromobility, which is presented as a solution. But we had to ask the question of rare metals. For example, cobalt, which is located in one region of the world, which is the Eastern DRC, and platinum, we can mostly find this metal in South Africa. So how expert wondered expert wonders about the availability of these rare metals. What do you think about it? It is a real solution? Well, when we talk about mobility, we have to make clear that we are not talking about transportation. Because transportation, it means that we have to move a person or a thing to point A to point B. Mobility has to deal with safety, well-being, with accessibility. So even remote working, in my opinion, is a solution of mobility. If we are talking about our pride vehicles, our pride cars, yes, no doubt electric cars. And so electric micromobility is a good solution. If we are talking about trains, if we are talking about airplanes, if we are talking about long-run transportation, well, we have hydrogen. We will have other solutions. So we have to understand that we are not just right now able to find a solution for the whole mobility, because sustainability is a matter of complexity, and usually when we find a simple solution for complexity and complex problems, well, we make many mistakes. About raw materials, well, yes, it's true. Just right now, to reutilize cobaltum or lithium is not really cheap, first of all. It's not safe because the process is really long and is not sustainable. But the point is that we design batteries like this because, well, we didn't care before. We didn't care how to reuse, to recycle, because we believe that circular economy, it's a matter of recycle and reuse. But if you are really using circular economy in our strategies, we don't have nothing to recycle and nothing to reuse. So just right now, we produce cars as a product. What I mean is that we are selling cars, and that's it. We don't have any problem after we sold that car. We don't care about that car anymore. We have to switch. We have to move to a different economy where we use product as a service. So I'm selling a car, and I know that you're going to use my car, and then I have to take back my car and reutilize the battery. In that way, the designers, and Carlo will explain absolutely better than me, they have to understand that the life assessment, the life of every single object should be somehow analyzed before and not after. Thank you. Le mot de la fin pour Monsieur le Ministre. Le temps passe très vite et on a pris beaucoup de retard, donc nous sommes un peu les victimes en fait de ce retard pris. Mais j'aimerais vous faire réagir aussi en tant que président du Conseil régional de la Nawa.
C'est une région qui est connue pour son cacao. C'est un peu la région du cacao, mais on y trouve aussi des villes importantes. Et dans une logique de décentralisation aussi, c'est vrai que le gouvernement ivoirien a pris un certain nombre de mesures pour atteindre des objectifs zéro carbone aussi dans ces villes secondaires, on va dire, de la Côte d'Ivoire. Vous, au niveau de votre région, vous faites quoi, Monsieur Don Ouahi, justement pour accélérer cette transition climatique? Bien, on n'a pas beaucoup de temps. Deux choses. Toutes les infrastructures ou constructions faites par le conseil régional depuis 10 ans que je suis président sont faites en BTC. C'est la brique de terre compressée. Donc tous nos bâtiments, écoles, centres de santé, marchés, quoi d'autre, cantines scolaires, enfin tout ce qu'on construit est en BTC. Donc ça donne du travail, des nouveaux emplois, ça permet de développer des petites usines ou enfin usines, petites entreprises donc de production de briques en BTC, et ça améliore donc le paysage, je dirais, déjà, et puis la vie même des habitants à cause du confort thermique que procure le BTC. Nous avons aussi engagé la région dans chaque année dans la reforestation, donc la mise en place de forêts régionales. Mais c'est une politique aussi qui a été mise en place lorsque j'étais ministre des eaux et forêts, de faire en sorte que les régions et les villes, mais les régions aussi, aient des forêts régionales. Donc dans le budget annuel, il y a une ligne spéciale donc, pour planter un certain nombre de plants chaque année pour atteindre ensemble donc, l'objectif de 3 millions d'hectares que la Côte d'Ivoire doit planter d'ici à 2030. Donc voilà rapidement ce que je pourrais dire sur ce que fait la région. Merci beaucoup. Alors malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà terminé. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Merci peut-être d'applaudir nos invités pour leur contribution passionnante. Merci à tous. Et tout de suite, la présentation de la génération des leaders de la tribune. Je laisse tout de suite la parole à mes confrères.